Adrien Quatennens, bonjour. Bonjour. Première question concernant ce qui s'est passé du côté de chez vous, si je puis dire, à Lille, dans le Nord. D'ailleurs, ça s'est passé aussi à Lyon. Puis il faut bien dire, pour être honnête, que ça se passe un peu partout en France. C'est une rupture des jeunes par rapport à la situation qui est celle d'autres générations et de la politique sanitaire. Est-ce que vous condamnez ce qui s'est passé à Lille ou est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé à Lille? Mais il ne s'agit pas de condamner. Les gens prennent leurs responsabilités. Moi, j'appelle, en responsable politique, à respecter les gestes barrières, à faire ce qu'il faut, à respecter la discipline sanitaire tant que faire se peut. Mais je sais comme vous qu'après un an de discipline, après un an d'ordre et de contre-ordre, d'incohérence, voire de mensonge, clairement, le niveau d'acceptabilité des consignes données par l'équipe en place et de la fumée blanche qui sort chaque semaine du Conseil de défense est fragilisé. Donc vous comprenez ce qui s'est passé à Lille? Mais je peux le comprendre, ça ne veut pas dire que je l'encourage, Guillaume Durand, comprenez-le. Effectivement, quand je vois la situation, y compris à l'hôpital, à Lille, où clairement on est au-delà des 2 précédentes vagues, j'alerte sur la situation sanitaire, elle s'est dégradée. Pour autant, ça fait maintenant depuis le mois de novembre que nous disons à ce gouvernement qu'il ne pourra pas traiter durablement la crise à coup de confinement, de déconfinement, de couvre-feu, dont on modifie l'horaire. Je crois qu'on peut dire, Guillaume Durand, après un an, qu'en fait, en réalité, le problème, c'est pas seulement le virus. C'est le virus conjugué à des décisions politiques, à des choix particuliers qui nous ont mis en situation de plus grande vulnérabilité face à lui. Je cite 3 exemples rapidement. Mais d'accord, après j'ai des questions. Au début de la crise, on a manqué de masques. Pourquoi ? Parce que des choix politiques avaient été faits de s'en remettre au grand déménagement du monde et au fait que la Chine allait produire pour le monde entier. On a vu le résultat. Le quinquennat précédent. Ensuite, on manque de lits à l'hôpital, vous le savez, toujours à cette heure. Et je veux avoir depuis votre micro une pensée pour le personnel de santé qui, une nouvelle fois, fait face à une crise dramatique à l'hôpital. On ne voit plus d'ailleurs qu'on applaudisse le personnel soignant tous les jours. Pourtant, ce qu'ils vivent est extrêmement dur. 100 000 lits ont été fermés en 20 ans à l'hôpital public. Et 7 400 sous Emmanuel Macron au début de son quinquennat. Dernier point, le vaccin, dont tout le monde sait qu'il est nécessairement le point central dans la stratégie contre le virus. Nous n'en avons toujours pas de Français, mais surtout, alors que l'Organisation mondiale de la santé dit la pandémie est mondiale, le vaccin doit être un bien commun de l'humanité. Savez-vous, Guillaume Durand, que la France, avec l'Union européenne, à l'Organisation mondiale du commerce, s'est opposée à la levée des brevets qui permettrait qu'on en produise partout. Enfin, vous savez très bien que dans le système capitaliste, la levée des brevets avec des gens qui investissent des milliards, c'est totalement impossible. C'est mon point de vue. Je sais que vous partagez un point de vue Guillaume radicalement Durand, différent. est-ce que vous pouvez supporter que la cupidité n'est pas le moteur de tout et que face à une pandémie mondiale, qui est capitaliste, qu'est-ce que vous voulez? Vous n'allez pas le changer du jour au lendemain. Mais est-ce que vous pouvez au moins convenir avec moi qu'en l'occurrence, il pose problème et que quand M. Macron nous dit il y a des biens et des services qui doivent être sortis des lois du marché, on comprend que le vaccin devrait l'être. Or, il ne l'est pas. Et c'est parce que le vaccin est soumis aux lois du marché d'offre et la demande que nous sommes dans la panade et l'Union européenne incapable d'organiser les choses. Donc ce que je veux dire, c'est que maintenant, j'adjure le gouvernement de comprendre que la situation sanitaire s'est dégradée parce qu'ils n'ont rien préparé. Vous demandez quoi, un confinement? Je demande surtout à ce qu'on prépare les alternatives au confinement. Car Guillaume Durand, non mais attendez. Est-ce que vous demandez un confinement? Mais moi j'en ai assez que, en fait, quand la situation sanitaire se dégrade, on nous demande à nous, l'opposition, que l'on n'écoute jamais au Parlement. C'est normal parce qu'on est proche des présidentielles. Adrien Quatennens, on serait en début de mandature. Je comprendrais qu'on ait une réflexion sur, j'allais dire, l'état de la santé en France, et c'est tout à fait normal. Mais là, vous êtes avec un candidat qui est carrément candidat à la présidence de la République, dans une situation où il ne reste plus que quelques mois, et vous savez très bien qu'il risque d'y avoir, ça continue comme ça, un ajustement entre la présidentielle et l'épidémie. Guillaume Durand. Donc, si vous n'avez pas de solution, Guillaume Durand, pas de justement, des solutions, on en a et plein, et elles sont systématiquement balayées. Non mais écoutez-moi, la situation sanitaire s'est dégradée parce que M. Macron, au mois de janvier, a fait un pari hasardeux. Il a dit « je ne reconfine pas ». Très bien, l'intervention de Delfrécy sur BFM. Il ne s'agit pas simplement de ne pas reconfiner. Ce que nous appelons de nos voeux, ce sont des alternatives au confinement. Ça veut dire en effet essayer de tout faire pour ne pas reconfiner, mais pour cela, il faut préparer des solutions alternatives pour qu'on puisse vivre tout en limitant la circulation. Il aurait fallu, mais il y a un seul point où je vous rejoins, c'est que en termes de lits en réanimation, on n'a absolument pas progressé. Et Guillaume Durand, convenez avec moi. Dieu sait que je ne suis pas membre de la France insoumise. Convenez avec moi. Ça, c'est une certitude pour tout le monde, pour tous les observateurs. Depuis le mois de novembre, nous avons posé sur la table, c'est toujours disponible, et c'est pas pour nous faire plaisir, c'est des propositions qui sont utiles au pays, que le gouvernement pourrait reprendre à son compte. Des alternatives au confinement, c'est-à-dire organiser la société par roulement, par rotation, et renforcer partout les protocoles sanitaires. Guillaume Durand, pourquoi n'est-on pas capable en France d'équiper toutes les salles
des fameux purificateurs d'air, de faire en sorte, comme c'est le cas par exemple en Allemagne, de plutôt encourager au port du masque FFP2, d'en distribuer, pourquoi pas gratuitement. À l'école, dont M. Blanquer nous dit depuis des mois, circuler, il n'y a rien à voir. Écoutez, visiblement, il y a un problème à l'école. Mais donc, est-ce que vous êtes pour les fermer ou pas? Donc, ne rien faire. Vous qui avez un candidat au présidentiel. Je vous réponds clairement. Écoutez ma réponse. Je vous écoute. Ne rien faire est criminel. Par conséquent, il y a deux options. Soit le gouvernement se bouge une bonne fois pour toutes pour organiser le dédoublement des classes, le fait qu'on recrute, comme ça a été fait par exemple en Italie, des gens qui viennent accompagner les professeurs. Nous avons proposé avec Jean-Luc Mélenchon, par exemple, 100 000 étudiants qui, compte tenu de leur discipline, pourraient venir au renfort des profs. S'il le faut, on réquisitionne des locaux pour faire en sorte qu'on n'ait pas des classes à 30 personnes. Et sinon, soit ce dédoublement est possible, soit effectivement il faudra fermer vu la situation sanitaire. Mais comme vous, je suppose, je préférerais que le service d'éducation se poursuive, mais pour ça, bon sang, il faut organiser les choses. Ça fait des mois qu'on leur dit. On ne peut pas simplement s'agir. On n'est pas dans une boîte de nuit avec un DJ derrière sa platine qui simplement monte le son, baisse le son. C'est pas simplement reconfinement, déconfinement, reconfinement. Il faut penser les solutions avec lesquelles... Vous considérez que le président de la République est une sorte de DJ? Je considère en tout cas que ça fait... C'est votre goût pour la musique, vous avez le droit. Je considère en tout cas qu'au début de la crise, nous avions dit, bon, il y a un virus, c'est compliqué, on tire pas sur l'ambulance, on fait des propositions. Mais je peux dire maintenant à votre micro, après 1 an, et je salue la discipline des Français, d'autant plus face à cette équipe d'incapables, que sur tous les sujets, masques, tests, vaccins et tout le reste, ils ont tout raté. Alors, voilà ce que je dis. Et donc, je remets sur la table pour M. Macron, qui peut-être nous entendra, le plan d'alternative au confinement, car s'il ne peut pas éviter éventuellement un serrage de vis présentement, il doit organiser les conditions de lutter autrement contre ce virus. Vous devez être honnête, Adrien Quatennens, vous vous souvenez des propos donc de Jean-Luc Mélenchon concernant l'arrivée par exemple de BioNTech et du Pfizer. Il était plus que dubitatif puisqu'il a dit, moi vous savez, j'y connais pas grand-chose, mais ça me paraît quand même bizarre cette affaire, voire même, alors je ne veux pas citer exactement ses propos, mais en tout cas le moins qu'on puisse dire, c'est que la vaccination qui paraît la solution, il en doutait au début. Il l'a dit. Non, je vais être précis, Guillaume Durand. Jean-Luc Mélenchon... Il a même parlé de son frigidaire et de son congélateur. Jean-Luc Mélenchon a toujours dit que le vaccin faisait incontestablement partie des priorités en matière de stratégie face à l'épidémie. En revanche, ce qu'il a dit, c'est que oui, vous vous souvenez, il y avait des doutes sur certains vaccins dont nous n'avions pas le recul. D'ailleurs, vous avez observé comme moi que quand certains soignants... Il parlait particulièrement du Pfizer à cause justement du degré de congélation. Mais de la même manière, quand par exemple les soignants hésitaient à se faire vacciner avec l'AstraZeneca, le gouvernement les montrait du doigt, et puis juste après, quand il fait, ils ont suspendu la vaccination avec les résultats, y compris qu'on connaît. C'est qu'après, quand vous remettez le vaccin en circulation, les gens n'ont pas très envie d'y retourner parce que tout cela affaiblit. Le discours que nous avons porté sur le vaccin consiste à dire ceci, Guillaume Durand. Pas d'idéologie sur le vaccin. C'est-à-dire que on ne se soucie pas de savoir d'où provient le vaccin et de quel régime il vient pour savoir si on le propose. Je résume les choses. Si le vaccin est sûr, si le vaccin est efficace, d'où qu'il vienne, vous m'entendez, d'où qu'il vienne, il faut le proposer. Et pour ça, la bonne solution, c'est la levée des brevets. Or, en pleine pandémie, M. Macron et notre gouvernement sont encore les amis du fric et des laboratoires pharmaceutiques, alors qu'on pourrait lever les brevets pour en produire partout et faire du vaccin un bien commun de l'humanité. Et je vous ai déjà fait donc une petite réflexion qui n'est pas une approbation de ma part, mais le système capitaliste est tel dans le monde entier. Tellement formidable. J'ai dit pas dit tellement formidable, j'ai dit est tel que vous savez très bien que c'est exactement comme si vous réclamiez quelque chose qui pour l'instant n'existe pas. Question. Mais vous savez, Guillaume Durand, juste un instant, mais le capitalisme, comme vous dites, c'est pas quelque chose qui est un état de nature. C'est un choix politique, c'est une décision. Non, mais donc, ce qui est choisi, on peut faire d'autres choix. Convenez avec moi qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas et que précisément, c'est notre mode de production, d'échange, de consommation qui nous met en situation de plus grande vulnérabilité face à ce virus. Voilà ce que je dis. Enfin, Sputnik, ils le vendent, les vaccins chinois, ils les vendent, partout dans le monde, ils les vendent. Personne ne fait de cadeaux. Mais donc, si on levait les brevets, tous ces vaccins qui sont efficaces, on pourrait les produire partout sans se soucier de savoir si Pfizer va faire 15 milliards en 2021. Je n'arriverai pas à vous convaincre. Mais visiblement, moi non plus. Peut-être qu'à l'usure, je finirai par vous convaincre, Guillaume Durand. Je vous pose une question concernant l'union de la gauche. En fait, vous connaissez l'histoire, évidemment, de votre engagement politique. Il y a eu l'union de la gauche version François Mitterrand, il y a eu le Front populaire, il y a eu la gauche plurielle de Lionel Jospin, il y a eu la victoire de la gauche. Même si ça s'est terminé en une non-candidature de François Hollande, en tout cas au départ, tout le monde était uni. Vous avez une lettre de Yannick Jadot, timide, qui demande aux forces de gauche de se voir, de se réunir, de parler autrement s'il y a division. Disent-ils, et ils visent particulièrement la candidature
de Jean-Luc Mélenchon, s'il y a division, on n'y arrivera jamais. Jean-Luc Mélenchon a répondu en disant qu'il était tout à fait d'accord pour rencontrer Yannick Jadot. Est-ce que ça veut dire que tous les scénarios sont possibles dans sa tête ou simplement il maintiendra sa candidature avec les autres derrière lui? Non mais attendez, d'abord ce que ça veut dire, c'est qu'évidemment qu'il faut qu'on discute, mais découvrez pas que ça commence aujourd'hui. Nous, ça fait des mois que... Attendez, pardonnez-moi, la lettre de Jadot, c'est d'il y a 2-3 jours. Bien sûr. Et la réponse de Mélenchon, pour l'instant, c'est la première fois qu'il répond les oui. multiples lettres de Jean-Luc Mélenchon, les courriers envoyés à tous. Vous voyez, là, par exemple, j'ai la revue qu'on a actuellement en librairie sur la planification écologique, tout ça. Quand on l'édite pour parler de fond et de programme, on l'envoie à toutes les forces politiques et on souhaite la discussion. La première chose à faire, c'est de résister collectivement, par-delà, y compris certains de nos désaccords que l'on connaît, à l'offensive d'extrême droite dans ce pays et aux atteintes aux libertés. C'est pourquoi Jean-Luc Mélenchon a appelé hier à une réunion avec toutes les forces politiques de gauche, et même au-delà qui le souhaiteraient, le 7 avril, sur la question des libertés de cette offensive d'extrême droite. D'abord, avant de savoir si on peut se retrouver sur le programme et tout le reste, est-ce qu'on est capable d'agir ensemble face à cette offensive? Acte 1. Ensuite, nous avons toujours dit, et depuis le début, Guillaume Durand, que nous sommes favorables à la discussion sur le fond et le programme. Précisément parce que nous, un programme, on en a un à mettre sur la table. On ne dit pas c'est à prendre ou à laisser, mais au moins on met en circulation des idées, des propositions, un projet de société. Comprenez que dans cette élection de 2022, Jean-Luc Mélenchon disait récemment 2022, compte tenu des grands événements qui nous attendent, c'est peut-être la dernière station avant le désert. On ne peut donc pas se louper. Il s'agit de bâtir une majorité d'adhésion dans ce pays. Et je vous dis un mot sur l'Union. Mais à partir du moment où il ne remet pas en cause sa candidature, si d'autres voudraient faire ce... Non, mais laissez-moi vous poser une question tranquillement. Oui, mais c'est pas des questions que vous faites. Vous êtes dans la contradiction. Non, pas du tout, mais dans l'idée des partis de gauche et en général des candidats possibles, ils sont prêts à converser sur les programmes tels que par exemple vous venez de le présenter, le vôtre sur l'écologie. Pour l'instant, pas beaucoup. Mais ils veulent dire aussi que tout doit être mis sur la table, y compris les candidatures. Or visiblement, du côté de Jean-Luc Mélenchon, pour l'instant, c'est pas le cas. Il y va et il ira. Juste, pourquoi voudriez-vous que celui qui remet en cause sa candidature et celui qui se trouve aujourd'hui être en tête des sondages à gauche? Parce qu'il vous aura quand même pas échappé que moi je veux bien qu'on parle de Jean-Luc Mélenchon, mais aujourd'hui la candidature qui est en tête de la gauche et qui est en capacité d'être une alternative au face-à-face entre Monsieur Macron et Madame Le Pen, c'est Jean-Luc Mélenchon. Donc il n'y a pas de dynamique possible sans celui qui aujourd'hui se trouve en tête. Mais comprenez ce message. Je crois que la priorité en 2022, c'est de ramener des millions de dégoûtés à la politique. Voilà ce que nous devons faire. Et que pour cela, il faut faire la clarté. Alors évidemment, il y a des dispersions qui pourraient être évitées. Il y a beaucoup de gens qui vous disent que si jamais il maintient sa candidature, la gauche n'a strictement aucune chance, parce qu'il est aux alentours de 10%, et que donc la bataille se fera entre la droite et l'extrême droite. Pourquoi n'envisagez-vous pas le scénario où, y compris Jean-Luc Mélenchon, pourrait être candidat commun? Quel est le problème avec Jean-Luc Mélenchon? Je pose la question. En revanche, je sais une chose, et vous le savez mieux que moi, c'est que par exemple, en 1981, la gauche l'emporte, avec au premier tour une dispersion qui était très nette. Alors, vous allez voir, à l'occasion des élections régionales, on fait la démonstration partout que la France insoumise est le plus grand dénominateur commun. Donc, nous sommes capables de nous entendre avec beaucoup de gens. C'est le Mitterrand d'aujourd'hui, si vous parlez de ça. Mais écoutez, ça pourrait être une bonne source. Ça pourrait être une bonne source d'inspiration, vous croyez pas? Si on avait la même réussite que celle de 1981, dont d'ailleurs on va bientôt fêter l'anniversaire. En tout cas, nous voulons bâtir une majorité d'adhésion, et le plus important, je le dis, c'est la clarté sur le fond. On peut éviter des dispersions, mais pas de tambouille qui ferait croire qu'il n'y a pas de désaccord. Alors précisément, discutons de fond. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais je termine, si vous le voulez bien, par une petite page de publicité. Nous faisons actuellement une grande votation citoyenne sur la question de l'eau. Elle va être centrale dans les prochaines années. L'eau est un bien commun et j'invite celles et ceux qui nous écoutent tout de même, au-delà de notre discussion sur la politique politicienne, à aller sur le site internet eau.vote et à participer à cette votation d'ici au 13 avril.